Chers amateurs d'art, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la luxuriance humide et feutrée des serres du XIXe siècle. Ce voyage, nous n'allons pas l'entreprendre seuls, puisque Monsieur Gustave Caillebotte, un artiste et collectionneur encore trop méconnu, nous guidera. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter rapidement notre guide. Gustave Caillebotte est un peintre et collectionneur impressionniste. Pendant longtemps, il fut plus connu pour la désastreuse histoire du Legs Caillebotte que pour son art. Et si vous avez vu une peinture de cet homme dans vos livres d'histoire, il s'agit sans doute des raboteurs ou d'un de ses canoutiers. Mais ce n'est pas cette partie de son œuvre qui va retenir notre attention aujourd'hui. Caillebotte, en plus d'être un observateur de son temps, était féru de nature. Comme tous les impressionnistes, me direz-vous. Monet est connu pour ses nymphéas ou encore ses paysages. Ce à quoi je vous répondrai, effectivement, mais Caillebotte a une spécificité. Il a peint la nature enclose dans une serre. Pour bien comprendre la nouveauté de ses peintures, une rapide présentation de la serre et de son nouveau statut à la fin du XIXe s'impose. Même si la serre est une technique de culture utilisée depuis l'Antiquité, elle gagne en cette fin de siècle une aura particulière. Toute cette histoire commence en 1851 en Angleterre lors de la première exposition universelle. Pour abriter un tel événement de renommée mondiale et par la même occasion montrer sa puissance tant économique qu'industrielle, l'Angleterre a besoin de construire un lieu atypique à la pointe de la technologie de son temps. Il lui faut donc ériger un bâtiment à même de contenir cette formidable exposition et qui soit en même temps capable de susciter l'émerveillement des visiteurs. La solution à ce problème est trouvée dans l'idée de Joseph Paxton qui propose de bâtir une serre géante faite de verre et de fer. Et les proportions de cette serre ont à elles seules le pouvoir de séduire les plus réticents. Longue de 564 mètres, la hauteur intérieure des plus hautes nefs atteignait 39 mètres sans obstacle. Elle offrait une surface d'exposition de 92 000 mètres carrés et pesait, juste avec la structure de fonte et de verre, 4210 tonnes. Des chiffres renversants pour l'époque. Ajoutée à cela, elle fut construite en plein cœur de Londres, à Hyde Park, au-dessus des ormes centenaires qui ornaient ses galeries. En outre de sa taille gigantesque, cette serre était le fleuron de la modernité par ses matériaux, le verre et le fer. Vous le savez sans doute, grâce à l'industrialisation toute puissante de cette fin de siècle, le fer et le verre sont devenus des matériaux fabricables à très grande échelle. Le Crystal Palace n'était pas une structure unique et pérenne, mais une structure entièrement démontable. Imaginez-vous un meuble Ikea géant fait de plaques de verre et de barres de fer. D'ailleurs, le palais devait être démonté. Au départ, il n'était pas fait pour rester dans le paysage londonien. Mais, devant son succès populaire, il fut décidé qu'il serait déplacé dans un autre quartier de la capitale anglaise, Sydenham Hill, où il brûlera en 1936. Je pourrais encore vous parler longtemps de l'architecture de verre, mais je nous réserve ce sujet passionnant pour une prochaine vidéo. Mon but ici était de vous montrer comment la serre était sortie du jardin pour devenir une attraction populaire. Dès lors, elle n'est plus seulement connue par une élite, mais fait partie de l'imaginaire collectif. C'est à cette époque que furent construites des grandes serres publiques où les badauds pouvaient venir admirer des espèces exotiques importées grâce aux nouveaux bateaux à vapeur. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que l'imaginaire de la serre est diamétralement différent de l'imaginaire du grand air. Si les sorties au grand air sont à cette époque un moyen d'échapper à l'air suffocant des villes et les déjeuners sur l'herbe un plaisir bourgeois, les serres, quant à elles, sont la continuité de l'enfermement urbain. La nature y est enclose. Les serres contiennent une nature luxuriante dans une ambiance feutrée, presque étouffante de par leur humidité. Contrairement au grand air, la nature dans la serre est maîtrisée, domestiquée dans un univers entièrement artificiel dominé par l'homme. Ces grandes bâtisses de verre et de fer sont l'expression de l'engouement, l'obsession même de cette époque pour l'artifice. Artifice, le mot est posé. Même si l'attrait de l'homme pour l'artifice n'est pas une nouveauté du 19e, les fêtes royales sont un bon exemple de ce goût, je dirais même de cette culture de l'artifice, la modernité naissante, c'est-à-dire aux alentours des années 1860, redéfinit entièrement cet attrait. Et pour bien comprendre cela, nous devons rendre une brève visite à Des-Esseintes. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce dandy, mais je ne résiste pas à l'envie de vous le présenter rapidement.
Des Esseintes est le personnage principal du roman À rebours de Joris Karl Huysmans. Je ne vais pas m'attarder sur lui car je compte bien lui dédier une vidéo. C'est un personnage fantasque, dérangé et dérangeant, absolument passionnant et particulièrement intéressant pour nous autres amateurs d'art. Je ne vous en dis pas plus car ce serait gâcher la surprise. Ce qu'il faut savoir sur Des Esseintes est qu'il est un passionné d'art qui vit reclus dans sa maison située quelque part aux alentours de Paris. L'artifice est pour lui toute sa vie et, il faut oser le dire et le penser, il le trouve bien supérieur à la nature elle-même. Parmi ses expériences excentriques, il a eu pour idée de créer une serre dans sa propre maison. Pour ce faire, il commanda des plantes spéciales, des plantes exotiques dont les textures peu communes lui semblaient fort peu naturelles. Écoutez plutôt. Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. Une nouvelle plante d'un modèle similaire à celui des caladiums, l'Alocasia metallica, l'exalta encore. Celle-là était enduite d'une couche de vert bronze sur laquelle glissaient des reflets d'argent. Elle était le chef-d'œuvre du factice. On eût dit d'un morceau de tuyau de poêle découpé en fer de pique par un fumiste. Nous voyons donc bien, à la lumière du comportement de Des Esseintes, que la fin de siècle n'a pas le goût comme les romantiques de la nature toute puissante, mais qu'au contraire, elle recherche une nature savamment domptée par l'homme. Et pour l'anecdote, le bassin des nymphéas de Monsieur Monet était nettoyé chaque matin par ses jardiniers. Même à Giverny, rien n'était laissé au hasard. Pour en revenir à notre cher Caillebotte, qui était d'ailleurs un collectionneur et ami de Monet, c'est dans le jardin de sa propriété du Petit Gennevilliers qu'il fera construire sa serre. Ce domaine, d'abord modeste, sera complètement transformé par l'artiste et il devient la principale source d'inspiration de ses peintures à partir du moment où il s'y installe dans les années 1880. L'ajout de cette serre démontre l'attrait et l'attention du peintre pour la nouveauté. Il pouvait aussi se permettre une telle dépense. Riche héritier bourgeois, il avait pour legs une fortune qui lui permettait de vivre très confortablement sans avoir besoin d'un emploi pécuniaire et lui laissait donc tout le temps de travailler pleinement sa peinture. Si l'obsession de Des Esseintes pour les fleurs rares vous a surpris, sachez que Caillebotte et Monet la partageaient. Férus de leur jardin, ils étaient toujours à la recherche de nouvelles essences pour les orner. Écoutez plutôt un de leurs échanges à ce sujet. Monet, dans une lettre du 3 avril 1891. « Ce qu'il me ferait plaisir, c'est qu'il, Monet parle de Godefroy, un horticulteur à Argenteuil, me fasse venir d'Angleterre des soleils vivaces que je n'ai pas et qui ne se trouvent pas à Paris. » Ce à quoi lui répond Caillebotte. « Pour vos soleils, Godefroy compulse les catalogues. » Mais Monet est impatient. Voici sa réponse. « Je serai au comble du bonheur lorsque monsieur Godefroy m'aura procuré les soleils qui me manquent. Je vous ai fait expédier aujourd'hui en gare d'Argenteuil une petite bourriche contenant des Elianthus latiflorus. C'est un des plus beaux qui monte à près de 3 mètres. Il se propage énormément. 3 ou 4 pieds ensemble font de belles touffes. Toutefois, même si les deux hommes sont passionnés par le jardinage et les fleurs, c'est Caillebotte le premier qui exprimera cet engouement dévorant dans sa peinture. Quand Caillebotte peignait ses compositions florales, Monet, lui, était occupé à peindre, entre autres, sa fameuse série des meules. Les nymphéas n'entreront dans le vocabulaire pictural de ce dernier que bien plus tard. Caillebotte s'est quant à lui passionné pour les orchidées. Il n'hésitait pas à rater un repas avec ses amis impressionnistes pour peindre l'une de ces chères fleurs dont la floraison ne durait que peu de jours. L'une de ses œuvres les plus remarquables représentant des orchidées est en fait un ensemble de panneaux décoratifs peints sur 2 battants de portes d'armoire. Si Monet s'était déjà essayé à l'exercice, Caillebotte pousse sa pratique encore plus loin. En effet, Monet dans sa composition utilise les différentes parties de la porte comme autant de cadres singuliers qui présentent chacun une essence différente, là où Caillebotte peint un ensemble et tente de reconstituer l'espace de sa serre. La différence d'approche est significative. Les deux artistes ne nous racontent pas la même chose. Si les deux peintures sont d'ordre décoratif et se situent sur les mêmes supports, des portes de meubles, Monet se contente dans cette œuvre d'une approche très en surface de l'univers décoratif. Il peint de jolis bouquets, des jolies fleurs pour orner une pièce. Caillebotte, lui, nous offre une vision intime et partage avec le regardeur une vue privilégiée de sa serre qu'il affectionne tant. La notion d'intimité joue un grand rôle dans la manière dont nous percevons cette œuvre. Il ne s'agit plus ici de choses qui, quoique belles, n'en demeurent pas moins des objets dans le sens où elles nous sont étrangères.
Quand on peint un vase de fleurs, il semble toujours y avoir une barrière entre la peinture et le regardeur. Alors que quand Caillebotte peint sa serre, c'est comme s'il nous invitait à la visiter. C'est la même différence qu'il existe entre regarder un bouquet posé sur une table et s'allonger dans une prairie. Dans le premier cas, les fleurs restent lointaines, des choses dont le plan d'existence demeure fermement séparé d'une autre. Dans le deuxième cas, la végétation nous englobe. Et si, avec un peu de chance, la prairie est haute, elle nous surplombe, créant un cocon autour de nous. Ainsi, les frontières entre la nature qui nous entoure et notre propre corps deviennent poreuses, comme si, l'espace d'un instant, en tant qu'hommes, nous faisions nous aussi partie intégrante de cette prairie. Cette impression est renforcée par la manière dont nos sens entrent en jeu dans l'expérience. Devant un bouquet de fleurs, on peut sentir son odeur, mais aussi celle du lieu où il se trouve. Il en va de même pour la vue. On voit le bouquet, mais aussi tous les objets qui l'entourent. Alors qu'allongés dans notre prairie, nous ne voyons et ne sentons que la prairie, ce qui renforce cette impression de continuité entre la nature et nous. Pour en revenir à l'œuvre de Caillebotte, cette sensation d'immersion totale dans la serre vient de deux choix artistiques, le point de vue adopté et la composition. En ce qui concerne le point de vue, il est à hauteur d'homme. Les lignes perspectives nous indiquent que le plafond de verre nous surplombe légèrement, comme l'on peut l'imaginer pour une serre de jardin, et surtout, nous voyons le fond de cette dernière. Cela nous place en tant que regardeurs directement au milieu de celle-ci, impliquant par cela même que nous avons dû la traverser avant de pouvoir admirer les orchidées qu'elle renferme. La composition est quant à elle paradoxale. Si le bas est saturé de plantes à tel point que l'on croirait avoir devant nous un mur végétal, le haut est une trouée lumineuse qui semble creuser l'espace. Mais cette première impression est trompeuse, car si on laisse notre regard voyager dans le bas de l'œuvre, on se rend compte que le mur végétal qui se dresse devant nous est en fait doué d'une véritable profondeur. Mais c'est une profondeur particulière que nous donne à voir Caillebotte. Elle n'est plus régie par les lois mathématiques de la perspective, mais par des lois décoratives, si je peux me permettre l'expression. Je m'explique. Si l'on regarde ce papier peint dont le motif est purement décoratif, on s'aperçoit de plusieurs choses. Premièrement, le motif peut se reproduire dans tous les sens, haut, bas, gauche, droite, de manière indéfinie, cela dans le but de couvrir aisément toute grandeur de surface. Deuxièmement, si l'on regarde attentivement le motif, il devient très clair que même si les fleurs sont stylisées de manière à être représentées de façon plane, on pourrait presque dire pressées comme dans un herbier, le motif quant à lui n'est pas plat, puisque la superposition du grand nombre de fleurs et de tiges crée un devant et un derrière, et ainsi une profondeur autre, qui n'est plus tout à fait de l'ordre de l'intellect, mais de l'ordre des sens. Et c'est ce deuxième point qui résume ce que j'appelle les lois décoratives de la profondeur, c'est-à-dire ce paradoxe entre un motif qui se voit de prime abord comme étant un mur, une surface plane, alors qu'en fait cette même surface, de par sa nature même d'amas, se creuse. Cela grâce à la superposition des plantes. On voit bien que la serre déborde d'orchidées, mais aussi par l'utilisation des couleurs. Les fleurs, de couleurs vives, jaunes, oranges et blanches, créent un contraste avec le vert, qui donne donc l'impression que les fleurs avancent tandis que les feuilles reculent. Impression renforcée par les nuances des différents verts. Si l'on s'attarde sur le feuillage, on remarque des verts plus profonds que d'autres. L'espace de la serre de Caillebotte est donc généré par la couleur et par une mécanique de superposition. Et c'est cela, en plus de l'intimité qui se dégage de cette œuvre, qui crée son côté immersif. Elle nous ensevelit presque sous sa végétation, nous projetant dans l'œuvre comme si elle était un espace que nous pourrions réellement arpenter et non une simple image. Je sais que comme moi, vous souhaiteriez rester un peu plus longuement dans cette serre, mais nous ne pouvons malheureusement pas déranger M. Caillebotte plus longuement. Ce serait peu élégant de notre part. Il ne me reste plus qu'à clôturer cette promenade en vous demandant si ce moment passé ensemble vous a plu, de commenter, liker et partager la vidéo pour m'aider à gagner en visibilité. Prenez soin de vous et à bientôt!